De retour d'une opération réussie, je découvre mes parents menaçants et ma sœur saccageant ma maison, tandis que ma fille pleure, terrifiée. Ils vont amèrement regretter d'avoir osé franchir le seuil de ma porte. Je suis rentré tôt après avoir terminé une épuisante opération de 12 heures. Tout ce que je voulais, c'était dormir, mais au lieu de cela, je suis entré dans un véritable cauchemar. Mon nom est Camille. J'ai 36 ans et je suis chirurgienne traumatologue. Et jusqu'à cet après-midi, je pensais que le pire de ma journée se passait en salle d'opération. J'avais tort. En ouvrant ma porte d'entrée, j'ai entendu ma fille adolescente pleurer hystériquement. Je me suis précipité dans le couloir mais me suis arrêté net. Mes parents étaient debout devant elle, lui demandant agressivement de leur dire exactement où je gardais les documents de propriété de ma maison. Avant que je puisse intervenir, un autre bruit a attiré mon attention depuis la chambre principale. J'ai jeté un coup d'œil autour de l'encadrement de la porte et j'ai vu ma sœur aînée saccager frénétiquement ma chambre. Elle arrachait les vêtements des tiroirs et les jetait par terre. Elle ne cherchait pas seulement les documents de propriété. Elle fourrait activement mes bijoux coûteux dans son sac à main. La plupart des gens auraient crié ou appelé la police immédiatement. Cependant, travailler en traumatologie m'a appris à rester parfaitement calme pendant une crise. Je me suis lentement reculé dans l'ombre et j'ai verrouillé la porte d'entrée aussi silencieusement que possible. Ils n'avaient aucune idée que j'étais rentré et ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient de franchir une ligne que je ne pardonnerai jamais. J'allais m'assurer qu'ils regretteraient d'avoir jamais mis les pieds chez moi. Si vous avez déjà été trahi par les personnes même qui étaient censées vous protéger, vous êtes au bon endroit. L'obscurité du couloir a dissimulé ma présence assez longtemps pour observer l'étendue totale de leur trahison. J'ai lentement sorti mon smartphone de la poche de mon manteau et appuyé sur le bouton d'enregistrement, capturant la réalité horrifiante qui se déroulait à l'intérieur de ma propre maison. J'ai d'abord concentré l'objectif sur ma sœur aînée, Sophie. Elle se déplaçait avec une détermination frénétique dans ma chambre, glissant mes colliers, bagues et documents financiers sensibles directement dans son grand sac à main en cuir. Il n'y avait absolument aucune hésitation dans ses mouvements, démontrant un sentiment flagrant de droit alors qu'elle pillait sans pitié la vie que j'avais travaillé si dur pour construire. J'ai déplacé l'angle de la caméra vers le coin du salon où la situation devenait de plus en plus volatile. Mon beau-frère, Marc, se penchait agressivement sur ma fille adolescente, Émilie. Il a claqué sa main ouverte contre le mur de plâtre, exigeant avec fureur qu'elle lui donne immédiatement le code d'accès de notre coffre-fort familial. Émilie pressait son dos contre le coin, son corps tremblant violemment alors qu'elle secouait la tête, terrifiée. Sophie et Marc avaient clairement orchestré cette effraction pour obtenir des biens physiques pour son entreprise en difficulté, transformant mon sanctuaire personnel en scène de crime. L'élément le plus dérangeant de cette épreuve était la participation active de mes parents. Au lieu de protéger leur petite fille vulnérable, ils se tenaient fermement derrière Marc, complètement manipulés par sa crise financière fabriquée. Ils fonctionnaient comme ses fidèles exécuteurs, ajoutant une forte pression psychologique à une situation déjà terrifiante. Alors que je zoomais sur la table basse en verre, une pile de documents juridiques soigneusement imprimés a attiré mon attention. L'entête en gras en haut de la page était indubitable. Leur préparation était incroyablement sophistiquée car ils avaient déjà préparé un acte de cession anticipé. Ils avaient pleinement l'intention de forcer ma signature et de me priver légalement de la propriété aujourd'hui. J'ai baissé mon téléphone, sécurisé les images enregistrées et suis sorti de l'ombre sous la lumière vive du plafond. J'ai dépassé mes parents sans un seul regard et j'ai marché directement vers ma sœur. J'ai tendu la main et j'ai fermement arraché les papiers volés et son sac à main en cuir de sa prise avant même qu'elle ne puisse enregistrer mon arrivée. Pose ça tout de suite, Sophie, ai-je déclaré d'un ton froid et inébranlable, arrêtant brusquement sa frénésie cupide. La pièce entière est devenue complètement silencieuse pendant une fraction de seconde. Tout le monde s'est tourné vers moi, leurs expressions passant rapidement du choc initial à la colère défensive. Marc a fait un pas en arrière soudain, s'éloignant d'Émilie, tandis que Sophie fixait son sac confisqué avec des yeux grands et furieux. Ma mère a été la première à retrouver son sang-froid, entrant directement dans mon espace personnel sans aucun remords pour ses actions. Signe les papiers pour sauver cette famille, sale gamine égoïste, a crié ma mère, pointant son index agressivement à quelques centimètres de mon visage. Elle a continué à me réprimander bruyamment, insistant sur le fait que sacrifier ma maison durement gagnée était la seule solution viable pour sauver Marc de sa dette financière catastrophique et préserver notre réputation familiale. Je n'ai pas élevé la voix, ni ne me suis engagé dans sa manipulation émotionnelle chaotique.
J'ai simplement placé les objets confisqués derrière moi et les ai regardés chacun avec un dégoût absolu. Je leur ai clairement fait savoir qu'ils avaient exactement 60 secondes pour franchir ma porte d'entrée avant que je ne contacte la patrouille de sécurité du domaine fermé et le poste de police local pour signaler un cambriolage en cours. Marc a tenté de discuter, s'avançant pour justifier ses actes criminels, mais j'ai immédiatement levé la main pour le faire taire. J'ai pointé directement vers la sortie, refusant de rompre le contact visuel. Réalisant que j'étais complètement sérieuse, Marc a attrapé son manteau et est sorti en trombe. Sophie l'a rapidement suivi tandis que mes parents m'ont lancé un dernier regard déçu avant de quitter finalement les lieux. À 20h ce soir-là, la porte d'entrée s'est claquée, laissant derrière elle un silence étouffant qui s'est lourdement installé dans la maison. J'ai immédiatement traversé le couloir pour effectuer une vérification de sécurité approfondie de chaque pièce. Je me suis assuré que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient bien verrouillées et j'ai physiquement engagé les lourds verrous des deux entrées avant et arrière. Une fois le périmètre complètement sécurisé, je suis retourné dans le salon où Émilie restait blottie sur le canapé. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai serrée fort dans mes bras, essayant désespérément d'apaiser ses tremblements frénétiques. Ils m'ont dit que tu faisais faillite et qu'ils avaient besoin de la maison, a sangloté Émilie dans mes bras. Elle a enfoui son visage dans mon épaule, tachant ma chemise de larmes, et a détaillé les abus psychologiques incessants qu'elle venait de subir au cours de la dernière heure. Elle a expliqué comment Marc l'avait acculée au mur, l'interrogeant sans relâche sur la combinaison du coffre-fort tout en frappant le mur de plâtre pour souligner ses menaces. Pire encore était la profonde cruauté de mes parents. Au lieu d'intervenir, ses grands-parents s'étaient tenus froidement à l'écart, renforçant les mensonges fabriqués de Marc en insistant sur le fait que j'avais ruiné la famille financièrement. Ils avaient activement fait pression sur une adolescente innocente pour qu'elle trahisse sa propre mère afin de servir leur programme égoïste. Je vais m'assurer qu'ils ne te feront plus jamais de mal, ai-je chuchoté, caressant ses cheveux en désordre. Je suis resté avec elle sur le canapé jusqu'à ce que sa respiration se régularise et qu'elle s'endorme, épuisée. Je l'ai soigneusement couverte d'une lourde couverture, m'assurant qu'elle était confortable, et je suis allé directement dans mon bureau à domicile. Je me suis assise à mon bureau en bois, j'ai démarré mon ordinateur et je me suis connecté directement au système central de caméras de sécurité. Mon objectif principal s'est entièrement déplacé vers l'extraction des images de surveillance des 2 dernières heures pour obtenir des preuves irréfutables. J'ai systématiquement téléchargé les fichiers vidéo et examiné chaque seconde des enregistrements sur mon moniteur. Les caméras haute définition avaient tout capturé avec une clarté absolue sous plusieurs angles différents à travers la résidence. J'ai regardé les images de Sophie déchirant agressivement ma chambre, documentant clairement son vol intentionnel de mes bijoux et de mes documents financiers privés. J'ai ensuite basculé vers le flux du salon où le microphone caché avait capté l'audio cristallin des tactiques d'intimidation agressive de Marc. La vidéo numérique affichait sa posture menaçante et imposante sur Émilie, ainsi que l'approbation de mes parents de sa violence psychologique. J'ai soigneusement noté les horodatages exacts de chaque infraction pénale spécifique, organisant les fichiers numériques téléchargés dans un dossier maître sécurisé. Sachant que j'avais besoin de conseils juridiques immédiats ainsi que de quelqu'un en qui avoir confiance, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de ma meilleure amie et avocate, Juliette. Elle a répondu au 2e coup de sonnette, reconnaissant instantanément le moment inhabituel et tardif de mon appel. J'ai brièvement expliqué la grave escalade de la situation, décrivant la tentative de vol, l'intimidation physique de ma fille et la découverte de leur plan immobilier prémédité. Juliette a écouté mon rapport sans m'interrompre, absorbant la gravité de la trahison ultime de mes proches. Elle a offert l'empathie nécessaire pour calmer mes pensées agitées, mais ses instincts professionnels aiguisés ont rapidement pris le dessus sur la conversation. Nous avons immédiatement commencé à formuler une stratégie de contre-attaque juridique complète, utilisant l'isolement silencieux de mon bureau à domicile pour planifier nos prochaines étapes. Sauvegarder immédiatement les images de la caméra sur plusieurs disques, m'a instruite Juliette au téléphone d'un ton mortellement sérieux. J'ai suivi son ordre explicite sans aucune hésitation. J'ai copié les fichiers vidéo et audio organisés sur 3 clés USB cryptées distinctes et j'ai téléchargé une sauvegarde secondaire directement sur un serveur cloud sécurisé. J'ai verrouillé le lecteur physique en toute sécurité dans le tiroir inférieur de mon bureau, j'ai mis la clé dans ma poche et j'ai finalement éteint l'écran de l'ordinateur pour terminer le travail de la nuit. Le lendemain matin à 9h, j'étais assise directement en face du lourd bureau en chêne dans le cabinet d'avocat de Juliette en centre-ville, entièrement préparé pour la bataille juridique imminente. J'ai fouillé dans ma mallette en cuir et j'ai récupéré un document plié dans une pochette en plastique transparent.
Plus tôt ce matin-là, en ramassant les débris éparpillés dans mon salon, j'avais remarqué un morceau de papier égaré partiellement caché sous le bord du tapis. Quand je l'ai déplié, mon sang s'est complètement glacé. C'était un acte de cession standardisé. Le document juridique portait mon nom complet préimprimé en tant que cédante principale, transférant explicitement la propriété totale de mon domaine clôturé à une société holding contrôlée par Marc. Les seuls éléments manquants sur la page étaient ma signature physique et un tampon de notaire. J'ai silencieusement glissé le document protégé sur la surface lisse du bureau. Juliette l'a ramassé, ajustant sa posture alors qu'elle parcourait les paragraphes juridiques denses. Elle a immédiatement identifié les clauses prédatrices intentionnellement insérées pour contourner les réglementations standards de transfert de propriété. Ils avaient conçu les papiers pour me priver instantanément de ma valeur nette dès que mon stylo toucherait le papier. C'est une préparation d'acte frauduleux typique, a déclaré fermement Juliette, tapant son index d'un geste décisif sur le bureau. Elle a expliqué que la présence de ce document physique transformait leur effraction violente en une conspiration hautement organisée pour commettre un vol immobilier. Ils ne voulaient pas seulement me brutaliser. Ils voulaient éradiquer légalement mon indépendance financière. Nous avons ici une affaire civile et pénale hybride, a-t-elle poursuivi en analysant la situation, ses yeux remplis d'une détermination absolue. Elle a détaillé comment la composante civile garantirait mes biens et imposerait des ordonnances de restriction, tandis que l'aspect pénal ciblerait agressivement Marc pour tentative d'extorsion et de fraude. Soudain, la sonnerie de notification nette de mon téléphone portable a brisé le silence grave dans la pièce. Une nouvelle alerte email a clignoté sur l'écran. L'expéditeur était Marc. J'ai ouvert le message et j'ai lu le texte arrogant à voix haute pour que Juliette l'entende. Marc utilisait un ton incroyablement condescendant, exigeant explicitement que j'arrête de faire une scène dramatique pour un malentendu mineur. Il insistait sur le fait que je devais agir comme un membre de la famille loyale et procéder discrètement à la cession de la propriété pour le sauver de ses créanciers commerciaux agressifs. Il a même joint une copie numérique PDF propre du même acte de cession qui se trouvait actuellement sur le bureau de Juliette. Une vague de colère intense m'a envahi, mais Juliette a immédiatement levé la main, me signalant de garder mon calme. Elle a instantanément reconnu cet email arrogant comme un avantage tactique majeur. Marc venait de nous remettre volontairement une preuve écrite irréfutable et horodatée de sa tentative d'extorsion en cours. Juliette savait que nous devions faire en sorte que Marc continue de parler et finalement l'attirer dans un environnement contrôlé où les forces de l'ordre pourraient intervenir sans aucun risque pour ma sécurité. Dis-lui que tu as besoin de temps pour examiner les conditions avant de signer, m'a instruite Juliette, guidant étroitement ma stratégie juridique alors que j'ouvrais une fenêtre de réponse vierge. J'ai suivi parfaitement ses conseils professionnels. J'ai soigneusement rédigé une courte réponse soumise, ravalant ma fierté pour projeter l'illusion parfaite d'une défaite totale. J'ai tapé que toute la situation était très accablante, mais que j'étais finalement prête à coopérer pour préserver la réputation de notre famille. J'ai formellement demandé une réunion dans un bureau de notaire officiel de son choix d'ici la fin de la semaine pour exécuter les documents finaux. J'ai relu le texte trompeur une dernière fois, j'ai appuyé avec confiance sur le bouton d'envoi et j'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. Le piège était officiellement tendu. 2 jours avant la réunion prévue chez le notaire, j'ai systématiquement organisé chaque détail pour garantir une sécurité physique et émotionnelle absolue pour mon foyer. Mon objectif principal était de sécuriser ma fille. Tôt ce matin-là, j'ai fait une petite valise et j'ai secrètement conduit Émilie chez une collègue chirurgienne de confiance, située dans les banlieues tranquilles du Nord. J'ai explicitement demandé à ma collègue de n'ouvrir la porte à personne correspondant aux descriptions de mes parents ou de Sophie. J'ai également confisqué temporairement le téléphone portable d'Émilie pour l'isoler de tout message texte toxique ou appel téléphonique manipulateur de nos proches. Une fois qu'elle a été mise à l'abri de leur harcèlement psychologique, je me suis rendu directement à l'hôpital pour terminer mon service, en maintenant ma routine professionnelle habituelle. Tard cet après-midi-là, après une rotation épuisante, l'air vif me mordait le visage alors que je traversais le vaste parking en béton vers mon véhicule. J'ai déverrouillé les portes à distance, mais avant que je ne puisse atteindre la poignée côté conducteur, une berline sombre a abruptement dévié dans l'espace vide directement devant ma voiture, bloquant ma sortie. Ma mère a rapidement sauté du siège passager. Son visage était rouge de désespoir frénétique. Elle a marché agressivement vers moi. Ignorant le cadre public et le personnel hospitalier qui passait, elle s'est lancée dans une diatribe furieuse sur la loyauté familiale et la ruine financière imminente. Elle a exigé que je contourne le rendez-vous de vendredi et que je signe les documents de transfert de propriété là, sur le parking,
pour apaiser les créanciers de Marc. J'ai complètement ignoré ses cris, je l'ai rapidement évité en la contournant, je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai immédiatement engagé les verrous de porte électronique. Furieuse de mon mépris flagrant et de sa perte de contrôle, elle a jeté son poids contre le capot avant de mon véhicule. Tu dois signer avant que Marc ne soit poursuivi en justice ou tu nous ruineras tous, a crié ma mère avec force, claquant ses paumes ouvertes contre mon pare-brise. Sa violente explosion physique n'a fait que renforcer ma résolution inébranlable. J'ai appuyé sur le bouton d'allumage, laissant le moteur rugir. Je n'ai pas crié en retour ni correspondu à son énergie émotionnelle chaotique. Au lieu de cela, j'ai calmement baissé la fenêtre côté conducteur de quelques centimètres seulement pour livrer mon dernier avertissement. Il s'est ruiné lui-même, maman, reste loin de moi, ai-je déclaré froidement, ma voix coupant brusquement l'air froid de l'après-midi. J'ai relevé la vitre teintée, j'ai mis la transmission automatique en marche arrière et j'ai manœuvré en douceur mon véhicule hors de la place bloquée. J'ai fortement accéléré vers la porte de sortie principale, la laissant seule au milieu de l'asphalte, criant et agitant follement les bras vers mes feux arrière qui s'éloignaient. J'ai fusionné en douceur sur l'autoroute très fréquentée, me concentrant entièrement sur le trafic à venir. Le silence tendu dans l'habitacle a été rapidement rompu par la sonnerie familière de mon téléphone portable se connectant via le système audio Bluetooth. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran du tableau de bord et j'ai immédiatement répondu à l'appel entrant de Juliette. Elle n'a pas perdu de temps avec des salutations décontractées. Elle avait passé toute sa journée à compiler nos preuves accumulées dans un dossier juridique complet. La division des crimes immobiliers examine notre dossier maintenant, a rapporté Juliette avec confiance au bout du fil, confirmant que notre stratégie offensive était en cours de succès. Elle a détaillé exactement comment les enquêteurs locaux analysaient actuellement la préparation de l'acte falsifié ainsi que les images de la caméra de sécurité que j'avais fournie. Les autorités montaient activement un dossier de fraude solide comme le roc contre Marc en coulisses. Ma fille étant en sécurité et les enquêteurs criminels locaux officiellement mobilisés en mon nom, toutes les pièces nécessaires étaient parfaitement alignées. J'ai mis fin à l'appel téléphonique avec Juliette, gardé mes mains fermes sur le volant et me suis mentalement préparé à la confrontation finale. Exactement à 10 h le vendredi matin, j'ai poussé la lourde porte vitrée de la salle de conférence principale de la société de courtage immobilier du centre-ville. L'atmosphère à l'intérieur était suffocante de tension. Marc, Sophie et mes parents étaient déjà confortablement installés autour de la longue table en acajou. Ils affichaient des expressions triomphantes identiques, s'attendant à ce que je leur remette docilement ma précieuse propriété et que je me rende à leur extorsion. Ma mère était assise les bras croisés, projetant une autorité moralisatrice, tandis que Sophie observait avidement chacun de mes mouvements comme un prédateur affamé. J'ai sorti une chaise en cuir et je me suis assise directement en face de mon beau-frère, gardant ma posture parfaitement droite. Sans même attendre que je m'installe, Marc a immédiatement glissé l'acte de cession falsifié sur la surface en bois poli directement vers ma chaise. Il a jeté sans cérémonie un lourd stylo argenté juste au-dessus du document juridique. Il a tapoté agressivement ses doigts sur le bord de la table, me pressant continuellement de signer rapidement les documents afin qu'il puisse instantanément résoudre l'énorme désordre financier qu'il avait imprudemment créé. Il parlait rapidement, dictant les termes et tentant de précipiter la procédure pour m'empêcher de lire réellement les clauses prédatrices cachées dans le texte dense. Cependant, je suivais strictement les instructions explicites de prudence que Juliette m'avait fournies plus tôt cette semaine. Avant d'examiner les papiers, j'ai soigneusement placé mon sac à main au centre de la table avec un enregistreur vocal numérique haute définition fonctionnant activement dans la poche ouverte. Au lieu d'atteindre le stylo, j'ai pris le document et j'ai fait semblant d'examiner les paragraphes complexes. J'ai commencé à poser une série de questions pointues et sarcastiques concernant l'intention spécifique derrière le transfert soudain de ma propriété. J'ai questionné le montant monétaire exact de sa dette cachée et j'ai exigé de savoir pourquoi l'entité bénéficiaire était une société écran nouvellement établie. Signe ce foutu papier pour qu'on puisse effacer cette dette, a grogné Marc, perdant toute patience en me regardant retarder le processus. Son arrogance écrasante a complètement aveuglé son jugement. Supposant que j'étais entièrement vaincue et juridiquement ignorante, il a bêtement baissé sa garde. Marc a commencé à parler ouvertement de ses pratiques commerciales illicites devant tout le monde. Il s'est bruyamment plaint de ses créanciers commerciaux agressifs et a expliqué avec effronterie comment le transfert de ma maison à son entité corporative cacherait avec succès ses biens personnels des procédures de faillite imminentes. Il a parfaitement détaillé son plan criminel, fournissant l'aveu verbal exact dont les enquêteurs locaux en matière de fraude avaient besoin. Alors, vous admettez que cet acte n'est là que pour couvrir votre fraude ?
J'ai souri prudemment, tendant le piège pour m'assurer que l'enregistreur caché capturait clairement toute sa déclaration. Marc a ricané avec confiance, confirmant ses intentions illégales à voix haute sans le moindre remords. Mes parents ont acquiescé, me pressant continuellement d'arrêter de poser des questions inutiles et de simplement conclure la transaction. Ayant obtenu les preuves audio nécessaires, j'ai laissé tomber de manière décisive le document frauduleux sur la table. J'ai posé le stylo argenté à côté, j'ai croisé fermement les bras et j'ai catégoriquement refusé de signer quoi que ce soit. L'atmosphère triomphante dans la pièce s'est instantanément brisée. Marc a explosé dans un accès de rage violente. Il a violemment claqué ses 2 poings sur la table, faisant tomber le stylo au sol avec un bruit de cliquetis. Il s'est penché agressivement sur la table, le visage tordu de fureur absolue, tentant de m'intimider physiquement pour me soumettre. « Je ruinerai ta carrière si tu sors de cette porte. » Il a pointé son doigt directement vers mon visage, hurlant sa menace agressive. Il a frénétiquement juré de répandre des rumeurs malveillantes auprès du Conseil médical d'État et de détruire complètement ma réputation professionnelle de chirurgienne. J'ai simplement maintenu mon calme froid, le regardant directement dans les yeux en colère sans ciller ni reculer, sachant que ces menaces désespérées n'étaient que les derniers soupirs d'un criminel acculé. Exactement à 10h15, la lourde porte vitrée de la salle de conférence s'est ouverte violemment, coupant brusquement les menaces déchaînées et agressives de Marc. Juliette est entrée dans la pièce avec assurance, dégageant une autorité professionnelle absolue. Juste derrière elle marchait un homme d'affaires à l'air sévère, vêtu d'un simple costume, agissant en tant qu'enquêteur officiel de l'unité locale de lutte contre la fraude. Leur intrusion soudaine et inattendue a instantanément paralysé toutes les personnes assises à la table. Marc a cessé de crier à mi-phrase, sa main levée retombant maladroitement sur le côté alors qu'il fixait les 2 nouveaux arrivants. Je suis resté parfaitement calme au milieu du changement soudain de pouvoir. J'ai fouillé dans ma mallette en cuir et j'ai sorti une épaisse pile de photographies haute définition imprimées directement de mon système de sécurité domestique. J'ai jeté la lourde pile avec force au centre de la table en acajou. Les images brillantes se sont éparpillées largement sur le bois poli, montrant clairement Sophie volant mes précieux bijoux et Marc intimidant violemment ma fille adolescente. Sans dire un seul mot, j'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai récupéré l'enregistreur vocal numérique actif et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La confession arrogante et détaillée de Marc concernant sa société écran illégale, d'il y a quelques instants à peine, a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. Leur atmosphère précédente d'arrogance absolue a été complètement et entièrement brisée en un instant. « Marc, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude civile », a déclaré l'enquêteur à voix haute, tenant son insigne officiel juste devant le visage de Marc, qui pâlissait rapidement. L'enquêteur ne s'est pas arrêté là. Il a formellement ordonné à Marc de s'éloigner immédiatement de l'acte de cession falsifié. Il l'a fermement averti que toute tentative de dissimulation d'actifs, de destruction de dossiers financiers, de modification de documents juridiques existants ou d'intimidation de témoins potentiels entraînerait une arrestation criminelle immédiate. Marc s'est physiquement effondré dans son fauteuil en cuir, sa mâchoire pendant alors que la couleur lui avait complètement quitté les joues. Il a réalisé la gravité inéluctable de sa situation juridique. Il était entièrement piégé par ses propres paroles documentées et ses actions imprudentes. La dure réalité de la situation a soudainement frappé Sophie. Ses yeux ont volé frénétiquement entre les photographies incriminantes de son vol et l'insigne intimidant de l'enquêteur. Réalisant qu'elle avait été prise en flagrant délit de vol par la caméra et qu'elle était maintenant directement impliquée en tant que complice active dans un vaste plan d'extorsion, elle est tombée dans une panique absolue. Elle a sauté de sa chaise, des larmes coulant abondamment sur son visage et s'est désespérément jetée sur la table vers ma position. « S'il te plaît, Camille, ne fais pas ça à ta propre sœur », a sangloté Sophie de manière incontrôlable, essayant agressivement de me saisir le bras pour forcer ma sympathie et arrêter le désastre juridique imminent. « Ne contactez plus ma cliente », l'a fermement intercepté Juliette, repoussant avec force la main de Sophie et s'avançant pour établir une barrière physique de sécurité entre nous. Elle l'a sévèrement averti que tout contact physique ou harcèlement supplémentaire entraînerait immédiatement des accusations d'agression supplémentaire. Mes parents, qui avaient été si bruyants, exigeants et moralisateurs quelques minutes auparavant, étaient maintenant complètement paralysés. Ils étaient figés sur leur chaise, tremblant de manière incontrôlable alors qu'ils fixaient l'évidence indéniable de leur complicité étalée sur la table. Ils sont restés absolument silencieux. L'horrible prise de conscience leur est finalement venue à l'esprit que la fille qu'ils avaient constamment méprisée et essayé de manipuler impitoyablement venait de démanteler à elle seule tout leur avenir.
J'avais systématiquement et légalement coupé toutes les voies d'évasion financière qu'il pensait posséder. Ayant réussi à exécuter mon plan, je me suis levé de ma chaise, j'ai ajusté mon manteau et je suis sorti de la salle de conférence avec assurance aux côtés de Juliette, laissant mes traîtres de parents entièrement à la merci de la loi. Exactement un mois après ce vendredi matin chaotique et très stressant chez le notaire, l'ordre véritable a finalement été rétabli dans la vie quotidienne de ma fille adolescente et la mienne. Les conséquences juridiques dévastatrices de leur tentative d'extorsion calculée avaient été rapidement et impitoyablement exécutées par les autorités locales. Marc a été officiellement inculpé et fait actuellement face à de graves accusations de fraude civile ainsi que de tentative d'extorsion. Parce qu'il était considéré comme un risque de fuite important avec une histoire fortement documentée de tromperie financière complexe, il faisait face à la très réelle possibilité de rester dans une cellule de prison de Comté en attendant son procès pénal officiel. Sa société écran frauduleuse a été entièrement démantelée par l'État, laissant sa réputation professionnelle en ruines absolues. Ma sœur aînée, Sophie, n'a pas non plus échappé à la dure réalité de la justice. Pour éviter soigneusement de purger une peine de prison directe pour son implication indéniable dans le vol physique et la conspiration générale, elle a été légalement contrainte d'accepter un accord de règlement humiliant. Elle a été officiellement placée en probation criminelle stricte pour avoir activement aidé à la dissimulation illégale et à la tentative de liquidation de mes biens privés. Son casier judiciaire permanent reflèterait désormais constamment sa cupidité profonde et impardonnable. Mes parents ont réussi à éviter toute peine de prison effective, mais ils ont tout de même subi des conséquences catastrophiques qui ont bouleversé leur vie. Leur punition ultime s'est manifestée sous la forme d'une dévastation financière massive. Au cours de l'enquête approfondie sur la fraude, il a été officiellement révélé qu'ils avaient secrètement co-signé et garanti financièrement plusieurs des prêts commerciaux en difficulté de Marc. Lorsque ces entités corporatives se sont inévitablement effondrées sous le contrôle juridique, les créanciers agressifs ont immédiatement ciblé les comptes bancaires de mes parents, anéantissant complètement toutes leurs économies. Quant à ma propre paix mentale et à ma stabilité, Juliette m'a aidé avec succès à obtenir une ordonnance de restriction permanente et complète contre les 4. Il leur est désormais légalement interdit de me contacter ou d'approcher Émilie sous la stricte menace d'une arrestation immédiate. Notre maison est enfin redevenue un sanctuaire magnifiquement sûr et calme. Au nom de la chaîne Mode Vengeance, nous présentons fièrement cette histoire à des fins éducatives. Elle transmet puissamment l'importance cruciale d'établir des limites personnelles strictes et démontre comment gérer efficacement les crises familiales graves en utilisant la pensée rationnelle et le système juridique. Camille a fait preuve d'un contrôle émotionnel extraordinaire en privilégiant les preuves concrètes à la confrontation chaotique immédiate. En rompant de manière décisive tous les liens avec ses proches profondément toxiques, elle a réussi à protéger sa fille et ses biens durement acquis. Inversement, les antagonistes ont finalement subi une ruine juridique et financière catastrophique, faisant face aux conséquences inévitables de leurs propres décisions malveillantes. Cette expérience de vie difficile offre plusieurs leçons incroyablement précieuses concernant les limites personnelles et le respect de soi. La lignée sanguine ne garantit pas la loyauté. Partager l'ADN n'est jamais un passe-droit pour commettre des crimes. Les membres toxiques de la famille peuvent être des menaces dangereuses pour votre stabilité. Vous ne leur devez absolument rien s'ils choisissent intentionnellement d'exploiter votre travail acharné. Le pardon aveugle permet la destruction. Tolérer un comportement abusif de la part de parents ne leur offre que des opportunités infinies de ruiner votre avenir. Établir des limites inébranlables est une nécessité fondamentale, pas un acte égoïste. Protégez farouchement vos réalisations. Les biens que vous construisez sont destinés à sécuriser les personnes qui vous respectent véritablement. Vous ne devez jamais sacrifier votre propre stabilité pour sauver des individus avides de leurs propres erreurs imprudentes. Couper les liens toxiques, aussi douloureux que cela puisse être, est la voie ultime vers une paix véritable.